Bienvenue dans le débat de France 24. Voilà 15 ans qu'ils s'opposent et bloquent tout progrès dans la cause palestinienne. Le Hamas qui contrôle la bande de Gaza et le Fatah au pouvoir en Cisjordanie via l'autorité palestinienne. Ces deux mouvements et plusieurs autres sont réunis durant 2 jours au Caire pour, sous l'égide de l'Égypte, jeter les bases de leurs futures élections législatives le 22 mai prochain et présidentielles le 31 juillet, les premières depuis 2006, si toutefois elles ont bien lieu. Julie Chouteau. Juste avant de traverser la frontière pour se rendre en Égypte, les dirigeants du Hamas, le parti islamiste palestinien, se disent pleins de bonne volonté. Au Caire, 14 factions palestiniennes se rencontrent pour permettre la tenue des premières élections palestiniennes depuis 15 ans. Des élections législatives sont prévues le 22 mai et le scrutin présidentiel le 31 juillet. Mais pour ce faire, les dirigeants palestiniens doivent trouver un terrain d'entente. Cette première rencontre porte un message d'espoir et d'optimisme. Nous espérons que cette période de l'histoire de notre peuple palestinien se termine. Mettre fin à toutes nos divisions. En 2006, le Hamas avait remporté les dernières législatives palestiniennes. Une victoire non reconnue par le parti rival et laïque, le Fatah. S'en étaient suivis des affrontements sanglants entre les deux camps qui avaient conduit à la naissance de 2 entités séparées. D'un côté, l'enclave de Gaza dirigée par le Hamas et sous blocus israélien, et de l'autre, l'autorité palestinienne du Fatah en Cisjordanie occupée par Israël. Les deux systèmes politico-judiciaires sont si différents que la rencontre du Caire devra répondre à des questions de base pour que les élections palestiniennes de 2021 puissent se tenir. Qui protégera les bureaux de vote, ou encore à quel tribunal s'adresser pour contester les résultats? Aujourd'hui, la défiance reste si forte entre le Fatah et le Hamas que la tenue des élections est incertaine. Nous avons essayé de mettre un terme au conflit entre nous et le Hamas avec différents accords. Nous avons signé 4 accords, malheureusement sans succès. Aujourd'hui, nous voulons donc tenir des élections pour pouvoir mettre un terme aux divisions. Pour de nombreux Palestiniens, le chef du Fatah, Mahmoud Abbas, cherche surtout à présenter des gages démocratiques à la nouvelle administration américaine de Joe Biden, après 4 ans de relations très tendues sous le mandat de Donald Trump. Maintes fois annoncé, à chaque fois repoussé, les dirigeants palestiniens parviendront-ils cette fois à s'entendre pour l'unité politique de leur territoire, à un moment où Israël revendique une percée au sein du monde arabe, à un moment aussi où la Maison-Blanche change de locataire et laisse entrevoir un possible rééquilibrage dans la position américaine au Proche-Orient. Fatah, Hamas, va-t-on vers la réconciliation? On en débat avec ici même à mes côtés Bélir Nabli, bonjour. Bonjour. Maître de conférence en droit public à l'université Paris-Est Créteil, auteur de Géopolitique de la Méditerranée aux éditions Armand Collin, et puis aussi de Comprendre le monde arabe. Merci d'être avec nous, Bélir Nabli. Également avec nous, Inès Abdelrazek, vous êtes directrice de plaidoyer de Palestine Institute for Public Diplomacy. C'est une ONG palestinienne indépendante qui, on le voit bien, plaide notamment pour la cause palestinienne et la diplomatie citoyenne. Merci d'être avec nous. Et puis on est aussi avec Majed Bamia depuis New York, diplomate palestinien à la mission de l'État de Palestine auprès de l'ONU. Merci également à vous, Majed Bamia. Inès Abdelrazek, les dernières législatives en 2006, on s'en souvient, s'étaient soldées par une victoire surprise du Hamas qui n'avait toutefois pas été reconnue par ses rivaux du Fatah. Et on s'en souvient, cela avait mené à des affrontements sanglants entre les deux camps et à la naissance de 2 systèmes politiques séparés, 2 territoires qui ne se parlaient plus. Comment restaurer la confiance après ça ? Bonjour et bonsoir, merci de l'invitation. Alors, je pense qu'il y a 2 choses différentes dans votre question. Il y a d'abord la confiance du peuple envers les dirigeants palestiniens qui, je pense, en fait, ont surtout eu beaucoup plus de responsabilités et ont répondu aux attentes de la communauté internationale, des États-Unis et des bailleurs de fonds, plus que du peuple palestinien. Par ailleurs, c'est comment restaurer la confiance du peuple, justement, envers ce leadership. Je pense que la confiance est clairement cassée depuis de nombreuses années et beaucoup des Palestiniens veulent vraiment un renouvellement du système politique et du système politique au-delà des factions en présence. Donc les 2 grandes factions aujourd'hui, finalement, ne représentent pas forcément l'opinion publique palestinienne. Et donc, même si il y avait une réconciliation entre ces 2 grandes factions, cela ne serait pas forcément le signe d'un renouvellement démocratique. Vous êtes conscient, Majed Bamia, de ce manque de représentativité, y compris de vos propres négociateurs, et comment regagner la confiance justement du peuple palestinien?
D'abord, il faut se féliciter de la perspective d'élection. Ça fait des années que cela n'a pas été possible parce que l'idée, c'était de faire la réconciliation d'abord, puis de procéder aux élections. Et à un moment où il faut créer le renouveau démocratique. Et donc, je ne veux pas présumer du résultat du processus électoral. C'est au peuple palestinien de dire s'il est d'accord ou pas d'accord avec ses dirigeants à travers ces élections qui seront menées. Et donc, ce n'est pas à moi de me prononcer en son nom. Quant aux défis qui sont encore devant nous, parce que ce n'étaient pas seulement des défis internes qui ont fait que cette division a duré si longtemps, il y a aussi les défis que pose l'occupation israélienne, y compris les obstacles qu'elle peut mettre à la tenue des élections à Jérusalem-Est, y compris les obstacles en créant des tensions, y compris le blocus à Gaza ou la colonisation Cisjordanie et autres. Et puis, il y a un défi international qui est celui d'aider à la tenue de ces élections, et on voit des réactions extrêmement positives, mais aussi on acceptait les résultats quels qu'ils soient. Sans l'accord d'Israël, pas d'élection possible, du moins à Jérusalem-Est, comme le souhaite pourtant Mahmoud Abbas, Majed Bamia? Non, mais Israël n'est pas censé avoir un droit de veto sur nos élections, et les accords prévoient que nous puissions tenir nos élections à Jérusalem-Est. En plus, Jérusalem-Est est un territoire occupé pleinement, une partie intégrante de la Palestine, et donc il revient en premier lieu à la communauté internationale de mettre la pression nécessaire pour qu'Israël respecte ses obligations internationales. Je sais que ce n'est pas le cas sur beaucoup de dossiers, mais au moins sur les élections palestiniennes, on s'attend à ce qu'il y ait des résultats positifs, puisqu'on a pu les tenir à Jérusalem-Est en 1996, en 2005 et en 2006. Et donc permettre à Israël maintenant de changer les règles du jeu, ça serait extrêmement terrible. Et pour nous, nous trouverons le moyen de mener ces élections partout, y compris à Jérusalem-Est. Il est hors de question d'accepter un veto israélien. C'est à l'Union européenne de faire pression sur Israël pour qu'on vous comprenne bien, pour permettre la tenue de ce scrutin à Jérusalem-Est? L'Union européenne, les États-Unis et tous ceux qui peuvent être entendus par Israël doivent le faire. Et nous ferons en sorte aussi de nous faire entendre sur le fait que nous voulons absolument que ces élections, pour qu'elles soient pleinement démocratiques, permettent la participation de tout le peuple palestinien dans le territoire occupé, et nous aurons des élections qui, eux, associent la diaspora. Bélier Nabli, l'enjeu de cette semaine de discussion, c'est quoi? C'est les modalités concrètes de l'organisation de cette élection, parce que Majed Bamia l'a dit, il fallait à un moment décréter les élections, parce que placer en permanence le préalable de la réconciliation des mouvements palestiniens, c'était prendre le risque de reporter ces élections au calendrier grec. Alors Mahmoud Abbas l'a fait, à la mi-janvier, il a annoncé la tenue de ces élections, sauf que maintenant il faut en définir les modalités, et c'est ça qui coince. Alors, ce qui rend relativement pessimiste, c'est que la séquence, on l'a déjà vécue d'une certaine manière. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce type de réunion, et ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ce type de déclaration, y compris dans la bouche de Mahmoud Abbas. Or, les processus de réconciliation ont échoué pour l'instant successivement et n'ont pas abouti à de nouvelles élections. Sauf que les circonstances, le contexte régional et international, lui, pour le coup, a changé. D'abord avec le changement d'administration à la Maison-Blanche, même si les fondamentaux, eux, demeurent. Le président Biden a notamment confirmé que l'ambassade américaine resterait à Jérusalem, donc un certain nombre de fondamentaux et de continuité avec l'administration Trump est confirmé, mais dans le même temps, une série d'indices en faveur d'une ouverture, notamment dans la perspective de négociations bilatérales israélo-palestiniennes, sont soutenu par la nouvelle administration. Deuxième élément relativement nouveau dans le contexte, ce sont les divisions arabes. Le processus de normalisation israélo-arabe avec la reconnaissance et le développement de relations diplomatiques entre les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc avec Israël, dans la continuité ou à la suite de l'Égypte et la Jordanie, pour le coup, ce sont autant de faits historiques qui placent les Palestiniens dans une situation où soit ils font bloc, soit ils s'unissent, soit ils risquent véritablement de périr sur la scène internationale. Donc c'est cet impératif d'unité via une relégitimation des représentants palestiniens qui accélère et qui permet l'accélération de l'agenda politique palestinien, mais aussi diplomatique. Inès Abdelrazek, le principe et le timing de ces élections, c'est quoi? Comment il faut les comprendre? Comme un geste politique de la part de Mahmoud Abbas, une manière de forcer la main de la nouvelle administration américaine incarnée par Joe Biden? Oui, je pense qu'il y a eu de toute façon une volonté de faire patte blanche auprès de la nouvelle administration Biden et de la nouvelle administration américaine.
Après, il y a bien sûr tout un tas de pressions aussi pour retrouver un semblant de santé financière et l'existence même de l'autorité palestinienne dépend du soutien des bailleurs. Et donc finalement, on est là dans une espèce de dissonance cognitive entre à la fois ce ballet diplomatique et cette scène internationale, même arabe, entre des États autocratiques qui voilà, répètent un peu des paroles en l'air sur l'engagement sur la solution à 2 États, etc. Alors que pour autant, la réalité sur le terrain est celle d'une réalité où Israël contrôle effectivement Israël et les territoires occupés. Et donc, on ne peut pas construire véritablement de démocratie sous l'autorité palestinienne qui, elle, n'a qu'une autonomie limitée dans en fait ce sont des bantoustans, des îlots finalement entourés de souveraineté israélienne. Donc, même si les Palestiniens ont soif d'élections et ils veulent aller voter, les élections de l'autorité palestinienne en soi ne seraient pas en elle-même un renouvellement démocratique puisque l'autorité palestinienne n'a pas de souveraineté effective. Dans ce contexte, Inès Abdelrazek, pour bien vous comprendre, précipiter des élections, même si il est difficile de parler de précipitation au bout de 15 ans, c'est d'une certaine manière s'assurer le soutien financier des bailleurs ? Non, les élections permettront quelque part de légitimer le leadership actuel. Les élections, avec la loi électorale telle qu'elle est et tous les décrets présidentiels qui ont été pris, finalement, on sait déjà que le résultat de telles élections serait conforter le leadership actuel. Et donc, ils cherchent des moyens, à travers cette réunion au Caire et un accord entre les factions, à aussi finalement légitimer et conforter les partis en présence et les partis au pouvoir pour pouvoir continuer dans la même trajectoire du projet national sans remettre en question finalement la stratégie qui devrait en fait être une transformation complète de la stratégie pour la libération du peuple palestinien, du joug colonial et du joug du contrôle israélien. Par quoi? Par de nouveaux modes d'action? Par de nouveaux modes d'action et finalement de sortir de cette hypocrisie de la scène, encore une fois, internationale actuelle, où l'administration américaine n'a aucun intérêt finalement à changer sa politique. Et comme l'a rappelé votre invité, la scène internationale a changé. Donc les États arabes à la fois répètent des mantras comme l'engagement vers la solution à 2 États, la cause palestinienne, tout en normalisant finalement leurs relations et en renforçant leurs relations militaro-sécuritaires avec un régime qui, de fait, est en train de suffoquer les Palestiniens de jour en jour et de continuer la dépossession à la fois à Jérusalem, à Gaza ou en Cisjordanie. Majed Bamia, ces élections, ce sont des élections de relégitimation finalement pour les pouvoirs actuels, qu'il s'agisse du Fatah en Cisjordanie ou du Hamas dans la bande de Gaza? Toute élection dans le monde est une élection de relégitimation. Cela fait 15 ans que nous n'avons pas eu d'élection législative et présidentielle. Je pense, encore une fois, qu'on ne peut que s'en féliciter. On ne peut pas critiquer le fait qu'il n'y ait pas d'élection et puis critiquer le fait qu'il y ait des élections. Et donc, il faut redonner la voix au peuple. Et je veux dire que ce que nous vivons maintenant est sans précédent au cours des 15 dernières années. Nous n'avons jamais eu, au cours de ces 15 dernières années, un décret présidentiel annonçant des dates d'élection en accord avec les différents partis et avec des modalités agréées par tous les partis, qui est la proportionnelle au niveau national. Et vous savez que ce mode de scrutin, la proportionnelle, surtout avec un taux de passage extrêmement faible, 1,5% des voix, vous permettrait d'avoir un siège au Parlement, c'est un mode qui privilégie les petits partis. Et donc, s'il s'agissait simplement d'assurer la domination des 2 grands partis, ce taux serait extrêmement élevé et la proportionnelle n'est pas le meilleur des systèmes. Donc, je pense qu'il revient maintenant aux Palestiniens de décider comment ils veulent participer, ceux qui veulent se présenter. Il y a encore des discussions sur des problèmes qui doivent être encore résolus pour garantir la transparence de ces élections, mais nous avons une commission électorale extrêmement indépendante et crédible, internationalement aussi, et puis nous aurons des observateurs internationaux. Et donc, vous en êtes sûr, ça, que vous aurez des observateurs internationaux? Est-ce que le plus dur ne reste pas à faire? Qui protégera les bureaux de vote? Quel tribunal traitera les contestations? Qui appliquera les décisions de la commission électorale? Quelle police même fera respecter la loi? À Gaza, par exemple, ça fait quand même beaucoup de questions. Vous avez entièrement raison et je ne sous-estime pas le fait que ces questions sont extrêmement délicates. Elles sont discutées au Caire et je comprends qu'il y a encore des défis. Mais ce que je dis, c'est que la commission électorale est extrêmement crédible. Si elle voit des violations, elle ne se taira pas.
et je pense que quiconque peut vous confirmer cela, il y aura des observateurs internationaux. Nous les avons déjà invités, c'est la commission électorale qui le fait, et elle est entièrement indépendante. De fait, il est vrai que puisqu'on n'a pas fait la réconciliation avant les élections, nous n'avons pas, le gouvernement palestinien ne peut pas opérer dans la bande de Gaza de manière normale. Il y a encore des difficultés à avoir. Et puis, il y a des critiques du Hamas sur le système judiciaire, et on a un système judiciaire différent à Gaza. Donc, bien sûr que 14 ans ou 13 ans de division sont extrêmement difficiles à effacer. Mais je pense que si les élections ne sont pas transparentes, le monde entier le saura. Toutes nos élections précédentes ont été transparentes, et même si les défis sont grands, s'il s'agit de se relégitimer, ce qui est le rôle de toute élection, personne ne voudra le faire à travers des élections qui seront critiquables et contestables. Donc il s'agira, pour les partis aussi qui se pensent les leaders dans cette élection, de garantir que ces élections se passent au mieux. Et je pense que la plus grande interférence dont on doit se préoccuper, c'est l'interférence israélienne, qui a déjà arrêté des candidats, interdit des campagnes dans le passé, qui a arrêté les parlementaires une fois élus. Donc franchement, côté palestinien, je pense que les uns et les autres, s'ils veulent se retrouver sur la voie de l'unité, et ils le veulent en raison des difficultés que nous vivons, et après avoir survécu l'ère Trump, qui a été une ère de pression extrêmement intense sur le côté palestinien, et où, de manière unitaire, nous avons réussi à dépasser. Et maintenant, Trump est relégué aux pages de l'histoire, et la cause palestinienne est toujours là, et les Palestiniens sont toujours là. Donc je pense qu'il y a des facteurs qui peuvent aussi faire que tout le monde se conduira de manière responsable, en tout cas on l'espère. Oui, on va en discuter dans un instant. C'est la fin de la première partie du débat. On écoutera dans un instant Bélier Nabli. On s'interrogera notamment sur les chances aussi du Hamas qui avait, on s'en souvient, remporté l'élection il y a 15 ans. Est-ce que ce sera à nouveau le cas cette fois-ci? Retour au débat dans un instant pour la deuxième partie. Restez avec nous. Deuxième partie du débat de France 24, alors que les principaux mouvements palestiniens se réunissent pour 2 jours au Caire dans l'optique des prochaines élections législatives et présidentielles, les premières en 15 ans. On continue, nous, d'en débattre avec à mes côtés Bélier Nabli, maître de conférence en droit public à l'université Paris-Est Créteil, avec également Inès Abdelrazek, directrice de plaidoyer de Palestine Institute for Public Diplomacy, et avec Majed Bamia, diplomate palestinien à la mission de l'État de Palestine auprès de l'ONU. Bélier Nabli, ces élections qu'on nous annonce donc pour mai et juillet de cette année, élections législatives puis présidentielles, beaucoup s'inquiètent, beaucoup d'observateurs occidentaux s'inquiètent d'une nouvelle victoire du Hamas. A raison? En tout cas, elle n'est pas acquise. Elle n'est pas acquise parce que le Hamas d'aujourd'hui, ce n'est pas cette entité politico- et paramilitaire qui avait réussi à un moment donné à incarner une forme de résistance face à l'occupant israélien. Aujourd'hui, le Hamas, c'est aussi une entité politique qui a eu à gérer un territoire donné, Gaza, avec un bilan qui n'est pas véritablement positif, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, c'est aussi un parti gestionnaire qui va devoir faire face aux électeurs et défendre son bilan. Et là, pour le coup, je ne pense pas qu'il puisse vraiment s'enorgueillir de ce bilan-là. Au contraire, il a rapidement été confronté finalement aux conséquences du blocus israélo-égyptien. On l'oublie souvent de citer l'Égypte. On évoquera d'ailleurs l'Égypte. Voilà. Et donc, deuxième forme d'impasse à laquelle le Hamas est confronté, c'est également son jeu d'alliance régionale, parce que c'est l'un des enjeux actuels sur la scène géopolitique du Moyen-Orient. C'est avec qui les Palestiniens peuvent finalement nouer des relations stratégiques, dans la mesure où tout est reconfiguré actuellement. Je dis cela parce que l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui la Ligue arabe a provoqué une réunion d'urgence, entre guillemets, c'est notamment parce qu'il y a eu ce sentiment suivant lequel l'Iran et la Turquie continuent à essayer de s'immiscer et d'imposer une forme de leadership auprès des Palestiniens pour défendre la cause palestinienne, qui est une forme de cause à la fois pan-arabe et pan-islamique. Et face à ce spectre-là de reconfiguration régionale, les Palestiniens ont encore quelque chose à incarner et à défendre. Donc il y a un enjeu là de leadership régional qui intéresse non seulement les puissances arabes, mais aussi les puissances non arabes de la région. Et le Hamas, précisément, est confronté à la question de savoir avec qui veut-il nouer des relations à venir.
Doit-il continuer à se tourner vers la Turquie? Doit-il renforcer sa relation avec l'Iran, qui est loin d'être ancré malgré tout? C'est plutôt avec le djihad islamique. C'est historique, oui. Ouais, c'est plutôt le djihad islamique qui a nous une relation forte. Ou doit-il dépendre du Qatar? Qatar et des frères musulmans. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette configuration-là des relations stratégiques régionales qui se jouent aussi derrière les jeux politiques palestino-palestiniens. Inès Abdelrazek, le Hamas n'est-il pas affaibli par 14 années de blocus? Alors, je pense que, comme l'a rappelé M. Nabli, absolument, le Hamas garde une assise populaire. En revanche, je ne suis pas sûre qu'il soit, on va dire, des gouvernants bureaucratiques et que l'exercice, disons, de gestion de Gaza ait été un grand succès pour eux. Donc, le mouvement en tant que tel a un intérêt à continuer sa lutte populaire et son assise populaire. Mais je pense qu'il y aura le parti des négociations avec le Fatah, c'est aussi pour justement se mettre d'accord sur la gestion des affaires courantes dont le Hamas n'a pas forcément grande envie de poursuivre et de continuer. Donc, quelque part aussi, je pense qu'il faut rappeler l'aspect paternaliste de beaucoup de la communauté internationale qui à la fois donc, veut qu'on ait des élections qui se passent démocratiquement. Et je n'ai pas de doute, comme l'a dit Majed, que le jour des élections, la commission électorale est prête et que les gens mettront je veux dire, leur vote dans l'urne de manière régulière. Donc, le processus de vote, je ne pense que ce n'est pas le challenge principal pour le renouvellement démocratique. Mais, par exemple, on nous dit souvent, voilà, est-ce que si vous votez, vous allez voter Hamas? Et alors, s'il y a donc, c'est à la fois, on nous demande d'élire démocratiquement un gouvernement, et en même temps, clairement, il n'y a aucune garantie que le résultat démocratique de ces élections soit accepté. Et c'est là où est le grand problème. Et il ne faut pas être naïf, comme l'a dit M. Nabli, sur l'ingérence régionale des pays arabes, que ce soit les Émirats, le Qatar, l'Égypte de Sisi. Chacun a des intérêts différents et soutient des partis, des factions différentes. Et donc, il y a aussi là une hypocrisie. Encore une fois, l'Égypte se dit prête à soutenir les élections. Pourtant, elle a maintenu sous un blocus inhumain Gaza depuis 12 ans, depuis 13 ans maintenant. Il y a un blocus vraiment terrible qui a suffoqué Gaza et la population maintenant dépend en grande partie de l'aide humanitaire. Et donc, je pense qu'il faut, il faut vraiment se rappeler de cette un peu hypocrisie des États qui sont des États autocratiques. Pour vous, l'Égypte, pays hôte de ces négociations, ne peut pas être à la fois médiateur et partie prenante, acteur, notamment dans son combat contre des mouvements qui peuvent être proches du Hamas? Non, encore une fois, je pense que l'idée de médiation de ces États, d'attendre quelque chose d'État autocratique, est un peu une illusion. Et c'est un pari diplomatique qu'a fait le leadership palestinien depuis longtemps, et de nombreux dirigeants de l'OLP, déjà à l'époque, savaient qu'on ne pouvait rien attendre des États arabes. C'était déjà des discussions, vous savez, les discussions qu'on a en ce moment, c'est des discussions que les dirigeants avaient dans les années 70. Et ils avaient bien vu que la bureaucratisation et l'étatisation de l'internationalisation du combat palestinien était une erreur. Et aujourd'hui, je veux dire, penser que ces États ont une bonne foi à négocier, comme si Israël aussi avait une bonne foi à négocier, je pense c'est un leurre. Majed Bamia, les puissances régionales, les États arabes de la région ont-ils un rôle à jouer? Et sinon, comment garantir qu'ils n'interfèrent pas dans ces élections? Et puis, au-delà, beaucoup imaginent peut-être demain se dessiner, pour éviter peut-être de nouvelles contestations, un large gouvernement d'union entre Fatah et Hamas. Est-ce que cela vous semble souhaitable? D'abord, laissez-moi dire qu'il est inacceptable de parler de blocus israélo-égyptien. Inacceptable. L'Israël est une puissance occupante, elle a des obligations au droit international humanitaire, et l'Égypte est un pays voisin, un pays fraternel et voisin. Nous pouvons avoir des différends ou des discussions sur telle ou telle politique, etc. Qui n'a pas toujours levé le terminal de Rafah, par exemple. Mais d'abord, c'est une frontière égyptienne, ce n'est pas un blocus. Et le point de passage de Rafah a été ouvert pendant plusieurs mois avant la pandémie, ça ne vous a pas échappé, et pourtant le blocus israélien a continué et ça n'a pas arrangé la crise humanitaire parce que le point de passage de Rafah est un point de passage pour des personnes.
Ce n'est pas un point de passage pour les biens et les marchandises. Ce n'est pas un point d'où les producteurs palestiniens peuvent exporter. Ce n'est pas un point de passage où l'aide humanitaire peut entrer. Et donc, il ne faut pas dire cela comme ça, c'est déresponsabiliser la puissance occupante. Et donc, on peut toujours avoir des remarques, tout le monde peut se permettre des remarques sur l'attitude des pays frontaliers de la Palestine, mais comparer cela à un blocus criminel qui est une punition collective exercée par Israël, ça n'est pas acceptable. Sur l'interférence, les interférences ne viennent pas que des pays arabes, il y a une interférence mondiale dans beaucoup de questions à travers le monde. L'important, c'est qu'elle soit positive. Et dans ce cas-là, ce que nous voyons dans les derniers mois, c'est que beaucoup d'acteurs régionaux qui peuvent avoir leurs différends ont plutôt tendance à pousser les deux parties vers les élections et vers la réconciliation. Donc là où le climat régional et le climat international étaient plutôt un des éléments qui rendaient les choses difficiles, aujourd'hui, c'est un des éléments qui peut contribuer à ce que nous avancions dans la bonne direction. Et donc, la volonté palestinienne est là. Il semble que maintenant, la volonté régionale est aussi là. Tous les partis palestiniens ont accepté le rôle de médiateur de l'Égypte et sont présents de leur plein gré aujourd'hui au Caire. Et donc, nous espérons d'aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, ce n'est pas seulement les élections. Et encore une fois, il faut que le monde accepte le résultat. On ne peut pas demander aux Palestiniens de faire des élections et puis dire mais il faut voter comme ci ou comme cela. Donc il faut respecter la volonté du peuple palestinien, quel qu'il soit. Il fallait la respecter en 2005 quand ils ont élu le président Abbas et en 2006 quand ils ont donné la majorité parlementaire au Hamas. Et aujourd'hui, il faut faire de même. Et l'objectif, c'est le lendemain des élections, c'est de faire un gouvernement d'unité nationale qui puisse avancer vers la réconciliation et le fait que le gouvernement palestinien puisse exercer ses responsabilités en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et puisse se concentrer sur l'objectif principal, c'est que Israël sur le terrain est en train d'avancer son annexion qu'elle dit ne pas avoir déclarée mais qu'elle poursuit sur le terrain. Nous avons eu 3000 unités de colonisation dans les quelques semaines qui viennent de passer. Israël est en campagne électorale, Netanyahou a ses procès en corruption et donc sa réponse à tous ces problèmes c'est coloniser, 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 annexer, annexer, annexer et donc nous devons pouvoir nous unir sur cette plateforme et continuer à être actifs nationalement et internationalement. Et donc, les sujets de convergence palestinienne sont en train d'augmenter. Nous l'avons vu dans l'ère Trump, où nous avons été unis dans le rejet du plan Trump. Nous l'avons vu sur la Cour pénale internationale, où un comité palestinien qui regroupe tous les partis a appuyé la décision de joindre la Cour. Et nous attendons maintenant, à n'importe quel moment, l'annonce d'une ouverture d'enquête, la première par un tribunal international, dans les crimes de guerre et potentiellement crimes contre l'humanité commis par des responsables israéliens. On va évoquer justement cette question dans un instant, mais vous parliez de Donald Trump il y a quelques secondes, Majed Bamia. Bélir Nabli, à la suite des États-Unis qui ont reconnu Jérusalem donc comme capitale d'Israël, 4 États arabes ont normalisé leurs relations avec l'État hébreu. Il s'agit des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Soudan et du Maroc. Ces pays restent dans l'ambiguïté quant au plan américain qui prévoit l'annexion de pans entiers de la Cisjordanie par l'État hébreu. Ils ne se sont pas prononcés sur ces aspects-là. Dans quelle situation se trouve aujourd'hui justement l'autorité palestinienne ? Non, ils ne sont pas en position de reconnaître une telle annexion parce que là, pour le coup, on est dans une situation qui dépasse la simple reconnaissance internationale. Ça dépasse le pouvoir d'un seul État. C'est un fait accompli. Non, oui, mais en violation du droit international. La situation actuelle, c'est que l'annexion de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, depuis 1967, relève de la violation du droit international tel que reconnu, notamment par une résolution de 1967 de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc ça ne relève pas de leur volonté et ça dépasse même le processus de normalisation. Vous voyez, ils peuvent très bien établir une relation, des relations diplomatiques. Ils se garderont bien, d'après vous, d'aller jusqu'à endosser cet aspect-là du plan Trump, dont on ne sait pas d'ailleurs s'il est toujours d'actualité. Oui, le plan Trump, en tout cas, leur processus de normalisation n'inclut pas la reconnaissance de l'annexion de la Cisjordanie, par exemple. Là, pour le coup, on serait dans une autre sphère. D'ailleurs, les États-Unis eux-mêmes ne sont pas dans cette position-là. Et on est là dans une phase d'insécurité juridique avec le changement d'administration. Mais je voudrais dire quand même que finalement, on ne peut pas penser ce qui est en train de se passer sans inclure l'acteur israélien. Là, on n'en a pas assez parlé. On va en parler dans un instant avec cette question de la CPI notamment. Mais allez-y. Mais juste pour dire que précisément, les avancées côté palestinien
palestinien ne saurait ignorer que le contexte israélo-israélien est à la fois à la préparation de nouvelles élections, donc la possibilité d'avoir un nouveau leadership et le spectre... Une opportunité, mais aussi la possibilité d'une instrumentalisation dans la campagne. Je pense que c'est moins une opportunité qu'une source de crispation et de tension du côté israélien, dans la mesure où souvent les campagnes électorales sont synonymes de crispation sur la position israélienne vis-à-vis des Palestiniens. C'est là où le plus systématiquement Netanyahou, par exemple, poursuit un ton pour le moins belliqueux. Oui. Alors on va faire réagir justement nos deux invités sur cette question-là, mais je vous propose d'entendre le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh, qui était hier l'invité de France 24 et qui s'exprimait sur le rôle des États-Unis comme médiateur. Écoutez-le. Experience has shown us that l'histoire nous a montré qu'un monopole américain dans ce processus de paix n'a pas vraiment aidé. Nous savons tous que les États-Unis entretiennent une relation stratégique avec Israël. Et bien sûr, quand vous avez cette relation unique, spéciale et stratégique avec l'une des parties, vous ne pouvez pas être un médiateur objectif. L'heure est venue de changer de paradigme avec un forum multilatéral. Nous souhaitons une conférence internationale fondée sur le droit international, sur les résolutions des Nations Unies. Nous voulons aussi l'engagement de l'Europe, de la Russie et de l'ONU, et également l'engagement des États-Unis. Inès Abdelrazek, il ne faut pas jouer la carte Biden, il faut absolument élargir à d'autres acteurs d'éventuelles négociations. Oui, je pense que en fait, le problème de penser une médiation, mais aussi le fait qu'il y aurait des négociations avec deux parties en présence qui seraient à parts égales, a été la grande erreur finalement de ce processus de paix. Aujourd'hui, le cœur du problème, et on n'avancera pas tant qu'Israël bénéficiera d'une impunité totale, et finalement à créer cette culture d'impunité qui est renforcée par ces accords de normalisation, et finalement plutôt que d'être responsabilisés face à leur violation du droit international, des accords d'Oslo ou des droits de l'homme, ils sont récompensés par tout un tas d'accords et de relations. Donc le problème étant qu'on ne peut pas aujourd'hui être médiateur tout en refusant de mettre Israël face à ses responsabilités et donc de les laisser coloniser, suffoquer, mettre à bas tous les accords existants et, encore une fois, piétiner le droit international comme ils le font depuis des décennies. Donc on était dans une trajectoire clairement linéaire. Pour qu'on vous comprenne très bien, pardonnez-moi, mais tant que l'administration Biden s'en tiendra à Jérusalem, capitale d'Israël, ils ne sont pas dignes, ou en tout cas en capacité d'être un quelconque médiateur. C'est ce que vous dites. Mais ça va au-delà. Je veux dire, il y a bien sûr le problème de Jérusalem, mais il y a aussi le fait qu'il y a 3,8 milliards de dollars du contribuable américain qui va chaque année à l'armée israélienne. Et l'armée israélienne viole tous les jours les droits des Palestiniens et met en œuvre l'occupation militaire et l'annexion et le régime d'apartheid dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc certainement, je veux dire, on ne peut pas avoir un discours diplomatique et politique d'un côté lorsque les actions et la réalité sur le terrain vont complètement dans le sens contraire. Donc on est dans une dichotomie et dans une dissonance cognitive très très claire aujourd'hui. Majed Bamia, la décision de la Cour pénale internationale que vous évoquiez, qui s'est donc déclarée compétente sur des faits survenus dans les territoires palestiniens, et notamment en l'occurrence lors du conflit dans la bande de Gaza, c'était à l'été 2014. La procureure Fatou Bensouda annonce vouloir mener une enquête donc pour crimes de guerre. Cette annonce, elle vous encourage dans l'idée d'internationaliser le conflit au sens d'aller devant les organisations internationales et le multilatéralisme et non plus seulement de chercher éventuellement la médiation américaine? Ce conflit a toujours eu une dimension internationale et c'est vrai qu'elle a été intensifiée au cours des dernières années, notamment au vu de l'impasse rencontrée par les négociations bilatérales. Mais d'abord, je veux dire la réaction israélienne. Le Premier ministre israélien a quand même dit que cette décision relevait de l'antisémitisme, parce qu'il s'agissait de punir les colonies illégales israéliennes qui le sont illégales en vertu du droit international humanitaire, en vertu du droit international, en vertu des résolutions du Conseil de sécurité. Et il est inacceptable d'instrumentaliser la question de la lutte contre l'antisémitisme pour protéger les crimes de guerre israéliens. Et donc, je pense que c'est le moment le plus pitoyable, et Netanyahou a eu quand même des moments extrêmement pitoyables dans sa vie,
je pense qu'il n'a jamais atteint ce niveau que de dire que la colonisation et ceux qui combattent la colonisation sont des antisémites. Et il faut quand même garder la mesure des choses. Et donc, bien sûr que nous sommes rassurés que la Cour, qui était sous des menaces, et la procureure a fait l'objet de sanctions, comme si elle était une paria par l'administration Trump. Nous sommes heureux qu'ils ont résisté à ces pressions et qu'ils ont dit le droit. Nous ne sommes pas surpris par la décision. C'est la seule qu'ils pouvaient adopter. Et bien sûr qu'il y a des crimes de guerre qui ont été commis dans le territoire palestinien. N'importe quelle chancellerie au monde, si elle voulait le dire honnêtement, le reconnaîtrait. Et donc la question, c'est la Cour pénale, ça va prendre du temps. La Cour pénale, elle peut faire ce qu'elle peut sur des responsables individuels. Mais la question, c'est qu'est-ce que font les États qui ont des responsabilités, eux aussi, par rapport à Israël elle-même. La colonisation n'est pas une décision d'un individu, même du Premier ministre seul. C'est la politique officielle d'Israël, annoncée, prononcée, déclarée à tout moment. Et c'est un crime de guerre. Dans tous les conflits autres au monde, qu'est-ce que fait l'Union européenne? Qu'est-ce que fait la communauté internationale? Qu'est-ce que fait le Conseil de sécurité? Le chapitre 7, les sanctions, les interventions militaires, la pression politique, diplomatique, couper les relations, retirer leurs ambassadeurs. Est-ce que vous avez entendu en 70 ans quelqu'un faire ça vis-à-vis d'Israël? Et quand quelqu'un nous dit l'ONU est biaisée vis-à-vis d'Israël, bien sûr qu'elle est biaisée. Elle est biaisée parce qu'elle ne prend aucune des mesures qu'elle prendrait dans un conflit. Et donc, il y a un soutien énorme pour les droits du peuple palestinien, et un soutien politique, légal, etc. Nous avons des instruments multilatéraux, mais ils ont aussi leurs limites. Et donc, tant qu'il n'y a pas un changement d'attitude fondamentale vis-à-vis d'Israël, ces négociations, bien sûr qu'il faut négocier. La paix ne se fera qu'en négociant. Mais pour négocier, il faut que les deux parties aient un intérêt à négocier. Or, nous portons le coût de l'occupation et Israël en tire les bénéfices. Tant que cette réalité n'a pas été inversée et qu'il n'y a pas un coût pour Israël de commettre les crimes de guerre et de continuer de poursuivre son occupation, il sera extrêmement difficile de les convaincre de changer d'attitude. Merci, Majed Bamia. Nous sommes prêts au dialogue. Mais nous voulons mettre les conditions pour sa réussite. Je vais laisser conclure Bélir Nabli en quoi cette décision de la CPI change la donne. Il s'agit simplement de se déclarer compétente pour mener une enquête. On en est là pour l'instant. D'ailleurs, la précédente commission d'enquête des Nations Unies de 2015 avait certes conclu effectivement à de possibles crimes de guerre commis par Israël. Elle n'en évoquait pas moins également la présence d'arsenal, notamment d'armes, dans des écoles à Gaza, qui avaient pu donc ensuite servir de cible à l'armée israélienne. Autrement dit, une intention peut-être aussi de la part du Hamas. Oui, si on s'en tient à la lettre de la décision juridique, la Cour pénale internationale reconnaît sa compétence sur les territoires palestiniens occupés par Israël. Ce qui signifie qu'elle peut très bien enquêter sur l'existence de la commission de crimes de guerre de la part de l'armée israélienne, mais également d'acteurs palestiniens. C'est ça que ça signifie en vérité. Mais ceux qui ont le plus à perdre, c'est effectivement les acteurs israéliens au sens individuel du terme. D'ailleurs, de ce point de vue-là, ce qu'a dit la procureure laisse peu de place au doute, Fatou Bensouda. Oui, bien sûr, dans la mesure où l'agression militaire... justifier les bombardements d'écoles. Non, excusez-moi, on arrive au terme du débat. Bélir Nabli est en train de conclure et c'est ce qu'il dit. Donc, voilà. Et effectivement, il n'y avait pas d'armes au moment où Israël a bombardé les écoles, juste pour que vous ne vous retrouviez pas dans la situation de justifier le bombardement d'écoles. C'était pas ce qu'on faisait. C'est pas ce qu'on faisait. On revenait sur les conclusions de la commission d'enquête de 2015. Bélir Nabli, très rapidement. Et donc, effectivement, l'armée israélienne ou les Israéliens se sentent particulièrement visés, ou dans la mesure où d'un côté, ils n'ont pas adhéré au statut de la Cour pénale internationale et donc ils se sentaient plutôt préservés de toute épée de Damoclès de ce côté-là. Mais dans la mesure où, parallèlement, les Palestiniens ont réussi à adhérer à ce statut, la perspective d'une enquête effective lancée en la matière pourrait vraiment se traduire par une inculpation ou bien d'officiers israéliens, voire de responsables politiques israéliens, voire même du Premier ministre Benyamin Netanyahou de l'époque. Merci Bélir Nabli d'avoir été avec nous. Merci également à Inès Abdelrazek ainsi qu'à Majed Bamia. Inès Abdelrazek avec nous depuis Ramallah. Majed Bamia était en direct depuis New York. Merci à vous trois d'avoir accepté ce débat. C'est la fin du débat de France 24. Prochain journal dans 7 minutes.